Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est connu, nos animaux de compagnie sont nos meilleurs amis. Mais saviez-vous que nos petits compagnons à poil ou à plumes pouvaient aussi faire de très bons détectives? Aujourd'hui, nous allons le découvrir à travers une affaire quelque peu atypique dans laquelle un perroquet un peu trop bavard va, sans le savoir, aider à résoudre un meurtre. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce pour m'encourager si vous en avez envie, et on est parti. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de mon tout premier partenaire qui est Nextory, l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe, disponibles sur téléphone, tablette et ordinateur. Le plus gros point fort de Nextory est que c'est en France la seule application qui regroupe tous les formats de lecture. C'est-à-dire qu'on pourra y trouver des audiobooks, des e-books, des BD, des podcasts, des magazines et même de la presse. On y trouve alors plus de 250 000 titres pour tous les âges et pour tous les goûts. La raison pour laquelle je suis particulièrement contente de collaborer avec Nextory est qu'en fait, j'utilisais déjà l'application bien avant la collaboration. En fait, j'ai découvert Nextory en novembre-décembre 2022 et j'avais déjà bien accroché au format proposé. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être en activité et la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée depuis que j'ai ma chaîne YouTube, c'est le fait de devoir rester assise longtemps avec un livre entre les mains ou à devoir regarder des documentaires longs alors que c'est vraiment un impératif si je veux fournir des vidéos de qualité et riches en informations. Sur Nextory, j'ai trouvé mon bonheur parce qu'il y a énormément de contenu true crime en format podcast ou magazine, et c'est ce qui me sert de bonne base de recherche pour les affaires que je traite dans mes vidéos. Par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts qui durent entre 5 et 15 minutes, où on place le contexte et la situation, et ensuite, moi, ça me donne envie d'aller sur Internet ou de lire des livres, regarder des documentaires pour avoir plus d'informations sur le contexte familial, sur le procès, etc. Cette application est vraiment pratique quand on n'a pas forcément la place d'entasser des centaines de livres chez soi, ou alors qu'on n'a pas forcément le temps de se poser et regarder des heures de contenu, ou de faire des heures de recherche d'articles sur Internet. Par exemple, personnellement, l'application me permet de me cultiver et de me détendre, de découvrir ou de redécouvrir des affaires de partout, que je sois dans le bus, dans le train, en train de conduire, et même en train de faire la vaisselle. Bien sûr, il n'y a pas que des affaires criminelles dans l'application, je vous parle de mon centre d'intérêt à moi, et vous pourrez trouver de la littérature classique, des contes pour enfants, des ouvrages d'apprentissage comme la couture, du DIY, du développement personnel, et même du contenu gossip de stars. Vous pourrez découvrir ces ouvrages en format e-book pour les puristes de la lecture ou en format audiobook pour ceux qui sont toujours en mouvement. Vous pourrez choisir parmi les 3 abonnements proposés celui qui vous convient le mieux, et sachez qu'aujourd'hui, si vous cliquez sur mon lien en barre de description, vous bénéficiez de 45 jours d'essai gratuits à l'inscription, ce qui va vous permettre de découvrir l'application, de vous familiariser avec avant de vous engager. Si comme moi vous êtes un passionné de lecture et que vous adorez découvrir de nouveaux ouvrages, mais que vous n'avez pas forcément le temps de vous poser dans votre canapé pendant des heures à feuilleter des livres, ou bien si vous n'êtes pas du tout un rat de bibliothèque, mais que vous êtes curieux de découvrir la lecture, Nextory est fait pour vous. Voilà, merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé ma vidéo, et nous on passe à notre affaire. Martine Durham, surnommée Marty, est née en 1969 à Sand Lake, dans le Michigan. Dans les années 80, alors que Marty est un adolescent, le destin va le mettre sur la route de Glenna Johnson, une jolie jeune fille qui habite également Sand Lake. Marty faisait de la mécanique sur un pick-up dans le garage d'un ami en commun lorsque Glenna est arrivée. Glenna, Marty et leur ami en commun vont donc passer l'après-midi ensemble et apparemment le courant est très bien passé entre Marty et Glenna au point qu'ils décident de se revoir après cet après-midi. Le week-end suivant, Marty invite Glenna pour un date cinéma au drive-in de la ville, et c'est ce qui va permettre aux 2 adolescents de se rapprocher davantage. Les 2 adolescents se sont trouvés pas mal de points en commun, par exemple, ils étaient tous les 2 assez discrets et assez réservés, mais Marty, lui, c'était plutôt un garçon d'extérieur. C'est-à-dire qu'il était passionné de chasse et de pêche, il adorait la nature et il était toujours à l'extérieur, alors que Glenna, elle était plus tournée vers la famille, plus casanière, et d'ailleurs, elle s'occupait de ses petits frères et sœurs comme de ses propres enfants. Marty et Glenna formaient un joli petit couple d'adolescents, mais malheureusement, comme la plupart des couples d'adolescents, leur histoire ne va pas durer. En 1985, étrangement, alors que Glenna a tout juste 17 ans, elle va se marier avec un homme plus âgé qu'elle de 5 ans. Son mari, Bob Norman, a 22 ans alors qu'elle n'en a que 17. Vous me direz, 5 ans de différence, en vrai, c'est pas énorme quand on est adulte, mais lorsqu'on a 17 ans et 22 ans, ça fait quand même un grand écart.
Malgré le manque de maturité et d'expérience de Glenna, qui n'est même pas majeure, le couple va fonctionner. D'ailleurs, tous les deux vont rapidement avoir 2 enfants. De son côté, Marty va prendre son temps et c'est en 1991 qu'il va épouser Christina Keller, avec qui il aura 3 enfants. Selon Christina, c'est Marty qui a fait le premier pas. En fait, elle a l'impression que tout s'est vraiment précipité entre les deux, puisque Marty est tombé complètement sous le charme de la jeune femme, puis le courant est passé. C'était un joli jeune couple dans la vingtaine qui, comme dans tous les mariages qui connaissent des hauts et des bas, s'aimait énormément malgré les disputes. Malheureusement, une tragédie va frapper les Durham en 1995. Marty va être impliqué dans un accident de la route qui va littéralement changer sa vie. Alors qu'il rentrait du travail, un camion a grillé le feu rouge à une intersection, frappant le véhicule de Marty de plein fouet. Apparemment, le camion est arrivé de la gauche et le choc était tel que le camion est complètement passé par-dessus le véhicule de Marty, l'écrasant littéralement. Marty est grièvement blessé, mais c'est un miraculé. Son cerveau avait littéralement cessé de fonctionner pendant un moment, mais les médecins ont réussi à le ramener à la vie. Cependant, l'accident est tellement grave que Marty tombe dans le coma. Et à ce moment-là, on se demande si Marty va survivre, et surtout, dans quel état il va se réveiller s'il se réveille un jour. Après quelques temps de coma, Marty finit par se réveiller et effectivement, il va garder de graves séquelles de ses blessures. Selon l'entourage de Marty, ce n'était plus vraiment le même depuis son réveil. En effet, déjà il souffrait d'une perte de mémoire, c'est-à-dire qu'il ne se souvenait ni de sa vie récente, ni de son mariage avec Christina Keller. Mais sa personnalité avait également beaucoup changé. D'un homme doux, gentil et patient, il est devenu autoritaire et assez difficile à vivre. Tout avait changé chez lui. Il n'avait plus de filtre quand il parlait, et apparemment quelque chose avait changé dans son regard. Son humour était plus cru, plus sombre. Et à mon avis, ça c'est dû aux lésions du lobe frontal. D'après mes recherches, des lésions du lobe frontal peuvent avoir de multiples répercussions sur la personnalité d'une personne. Parmi les symptômes, on peut trouver une apathie avec une absence d'intérêt, d'émotion, une indifférence et une baisse de motivation, et un manque d'inhibition, ce qui conduit à un comportement social inapproprié. La personne peut être vulgaire, agressive, très déprimée ou au contraire excessivement et anormalement euphorique. Marty va également garder d'énormes séquelles physiques après son accident. Au début et pendant très longtemps, il va être dans l'incapacité de marcher, de manger seul et il aura de très grosses difficultés à parler. Il lui a fallu plus d'1 an et demi de rééducation afin qu'il retrouve à peu près toutes ses capacités. Christina a tout fait pour l'aider. Elle lui donnait à manger, elle le lavait, elle l'habillait et surtout, elle essayait de lui redonner goût à la vie. Mais pour Marty, c'était beaucoup trop dur pour lui. Il n'arrivait pas à se remettre de son accident et ses lésions au cerveau ont fait de lui un autre homme. Au point où Christina n'arrivait plus à gérer. Le quotidien était vraiment devenu invivable pour elle. Marty, qu'elle a épousé, n'était plus là. Il y avait un Marty avant l'accident, l'homme duquel elle était tombée amoureuse, et le nouveau Marty, un homme qu'elle ne reconnaît plus et que malheureusement elle n'aime pas. Everything just went upside down. It was never the same after that. I fell out of love with Marty after the accident. Elle décide alors de demander le divorce. Marty, lui, va décider de quitter la maison afin de laisser Christina dans leur maison actuelle pour qu'elle puisse y élever les enfants. Malgré tout, Marty n'est pas abattu pour autant et il va se trouver une jolie petite maison au 9242 128e rue dont il n'était pas peu fier. Apparemment, il faisait tout pour bien entretenir sa maison et pour avoir une vie à peu près normale malgré ses handicaps. Le destin va mettre encore une fois Glenna Johnson, l'amour de jeunesse de Marty, sur son chemin lorsqu'il va apprendre qu'elle aussi est en instance de divorce. Bizarrement, malgré sa perte de mémoire, Marty se rappelle très bien de Glenna et il décide de reprendre contact avec elle. Les deux ont l'impression de ne s'être jamais quittés. Le courant passe toujours aussi bien et ils s'entendent à merveille. Todd Johnson, le frère de Glenna, va d'ailleurs témoigner et dire que c'était comme si les deux ne s'étaient jamais quittés, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et surtout que Glenna, malgré son mariage, n'avait jamais oublié Marty. C'est en 2004 que tout naturellement, Marty et Glenna décident de reprendre là où tout s'était arrêté dans leur jeunesse et ils se remettent en couple. Tout va encore s'accélérer et Glenna, en quelques mois, va emménager chez Marty et les deux vont se marier dans la foulée. À eux deux, Glenna et Marty ont 5 enfants, donc Glenna a 2 enfants et Marty en a 3, mais seulement 2 des enfants de Marty vont continuer à habiter sous son toit.
Les enfants de Glenna, eux, vont rester avec leur père, puisque Glenna va considérer que ça sera plus simple pour eux, puisqu'ils garderont leurs repères, leur école, leurs amis, etc. Le foyer des Durham est maintenant bien rempli, puisque nous avons Glenna et Marty, deux des enfants de Marty, et Bud, le perroquet gris du Gabon, compagnon de Marty. Depuis leur retrouvaille, Marty et Glenna sont inséparables. Si on croisait Marty, Glenna était forcément dans les parages. Les deux cumulaient une belle amitié et une belle histoire d'amour. C'est vraiment le cocktail parfait. Marty et Glenna aimaient beaucoup se balader et voyager, et apparemment leur truc à eux, c'était le casino. À chaque fois qu'ils visitaient une ville, il fallait qu'ils visitent le casino local. Ça leur permettait de partager un hobby et également de rêver un peu. Toutefois, les séquelles de Marty ne laissaient pas de répit au couple pour autant, et Glenna commençait à souffrir de plus en plus du comportement très autoritaire de Marty. Cela allait jusqu'à Marty disant à Glenna comment se coiffer, comment s'habiller, comment se comporter, où et quand sortir. Vraiment, c'était une emprise quotidienne, comme si Marty voulait façonner Glenna à son image, comme il voulait lui, et ça, c'était de plus en plus dur à supporter. Et si vous vous demandez, et les enfants dans tout ça, sachez qu'eux aussi souffraient du comportement de leur père. Ils souffraient tellement qu'ils ont attendu la première occasion pour quitter le domicile familial et voler de leurs propres ailes. Ils ont quand même vécu 5-6 ans sous le même toit de Marty avant de quitter la maison. Malgré tout, ça ne les empêchait pas d'adorer leur père, ils l'aimaient beaucoup et ils savaient que leur père les aimait en retour et ils avaient parfaitement conscience de la souffrance de leur père, même si celui-ci ne parlait jamais de ce qu'il ressentait. En 2010, la santé de Marty va décliner considérablement. Il est maintenant dans l'incapacité de travailler et il va devoir prendre des antidouleurs très régulièrement. L'État va également lui accorder 1100 $ par mois de pension d'invalidité. Glenna, elle, va toucher 3153 $ par mois de la part du gouvernement pour s'occuper de son mari. Une chose qu'elle faisait déjà de bon cœur bien avant cette aide. On imagine qu'après 2010, l'ambiance familiale s'est encore plus dégradée, surtout depuis que Marty ne peut plus faire ses activités comme il le faisait avant, lui qui adorait sortir, qui adorait la chasse et la pêche. Il est dit qu'il aimait tellement ça qu'il accrochait et exposait ses trophées de chasse partout dans le garage. Maintenant, avec sa santé qui déclinait de plus en plus, il pouvait de moins en moins s'adonner à ses activités et ça, il ne pouvait pas le supporter. Tous ceux qui connaissaient Marty et Glenna connaissaient les difficultés que le couple rencontrait. C'était un couple qui s'aimait et qui s'adorait, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, mais malgré tout, il y avait beaucoup de disputes au sein du couple. Connie Rim, voisine et amie des Durham, s'inquiète du silence du couple. Elle et Keith, son mari, habitaient au bout de la rue et ils voyaient régulièrement le couple, ou au moins ils s'envoyaient des messages tous les jours. Keith décide d'envoyer un SMS à Glenna dans lequel il dit « Qu'est-ce que tu as fait à Marty ?» Bien sûr, c'était une blague. Keith savait que Glenna avait parfois du mal à supporter son mari, ses changements d'humeur et surtout son comportement. Mais bizarrement, ni Marty ni Glenna ne vont donner signe de vie. C'est le 13 mai 2015, soit 2 jours après la pseudo-disparition des Durham, que Connie décide d'aller jeter un œil à leur domicile pour s'assurer que tout va bien. Elle frappe à la porte, aucune réponse. Elle décide d'aller jeter un coup d'œil par la fenêtre, mais elle ne voit rien d'étrange, pas de mouvement et rien ne semble avoir bougé. Connie hésite, mais elle va tout de même tourner la poignée de la porte d'entrée et celle-ci s'ouvre. Elle entre à l'intérieur de la maison où un calme plat règne. Elle fait le tour du salon, de la cuisine, des pièces du rez-de-chaussée, rien à signaler. Elle décide alors de s'aventurer au 2e étage de la maison. Et c'est dans la chambre du couple qu'elle va découvrir Marty et Glenna allongés à même le sol, inertes. Marty est allongé sur le côté et il est en sous-vêtements, alors que Glenna, elle, est allongée à côté de son mari, entièrement habillée, avec une couverture qui est remontée jusqu'aux jambes. Il est 16h30 et c'est sous le choc que Connie court loin de la maison et appelle le 911. Les secours se précipitent au domicile des Durham et malheureusement, ils ne peuvent que constater le décès du couple. Marty a reçu 5 balles et Glenna, elle, a été touchée derrière l'oreille. Mais c'est au bout d'1 heure sur la scène de crime et alors que les médecins légistes étaient en train de sortir le corps des victimes que ces derniers vont se rendre compte que Glenna respire. Son pouls est très faible, mais elle est bien vivante. Les blessures à la tête de Glenna sont graves, mais elles ne sont pas assez profondes pour la tuer. À la seconde où les enquêteurs vont toucher Glenna, celle-ci va ouvrir les yeux en grand et son corps va commencer à convulser. Sous le choc, elle aurait crié à l'enquêteur qui tentait de prendre son pouls « Qu'est-ce que vous faites ?» Glenna est amenée à l'hôpital de toute urgence, mais malheureusement, pour l'heure, elle ne se rappelle de rien. D'ailleurs, elle va tomber dans le coma. Marty, lui, n'a pas eu cette chance et il est bel et bien décédé. Il avait 46 ans.
Entre-temps, les enquêteurs vont commencer à fouiller la maison en quête d'indices et ils vont trouver que la maison était quand même assez en désordre. D'ailleurs, c'est sous le fauteuil du salon que les enquêteurs vont trouver ce qui semble être l'arme du crime, un revolver Ruger Single 6. L'arme était identifiée et appartenait au père de Marty et elle était rangée avec toute la collection de fusils de chasse de Marty. Pour l'heure, la scène de crime faisait penser à un cambriolage qui avait mal tourné, mais ce qu'on trouvait bizarre, c'est que la porte n'a pas été forcée, les fenêtres étaient intactes et aucun objet de valeur ne semblait manquer. La porte d'entrée n'étant pas verrouillée, une troisième personne pouvait très bien se trouver à l'intérieur de la maison, avoir commis son crime, puis avoir pris la fuite. Mais pour l'heure, on ne sait pas du tout de qui il pouvait s'agir. Pour l'heure, le seul espoir des enquêteurs est que Glenna se réveille de son coma et raconte sa version des faits, puisqu'il semblerait que ce soit la seule témoin de cette histoire. Glenna est toujours inconsciente et incapable de répondre aux questions des enquêteurs. Elle est sortie d'affaire, mais malgré tout, on ne sait pas quand elle va se réveiller. Les enquêteurs vont devoir se débrouiller par eux-mêmes et les recherches vont être fructueuses. D'abord, ils vont découvrir que depuis 2010, Marty est placée sous antidouleur suite à ses complications et à ses douleurs chroniques. Ces antidouleurs, dont la substance est appelée opiacés, agissent directement dans les zones du cerveau responsables de la douleur. S'ils sont très utiles en cas de douleur intense et chronique, ils sont aussi réputés comme étant dangereux puisqu'ils peuvent provoquer une dépendance. Les opiacés sont aussi utilisés illégalement de manière récréative puisqu'ils provoquent un sentiment de détente et aussi un sentiment d'euphorie. Ces antidouleurs sont réputés pour être forts et c'est pourquoi ils sont prescrits uniquement sur ordonnance et sont donc difficiles à se procurer à moins que l'on passe par la voie illégale. Et là, vous voyez où je veux en venir. Marty a trouvé l'opportunité idéale pour se faire un petit peu d'argent de poche en plus de la pension qu'il recevait. Il va se garder une petite boîte ou deux d'antidouleurs pour ses propres douleurs et avec Glenna, ils vont vendre le reste sous le manteau. Et par argent de poche, je voulais dire que Marty et Glenna se faisaient quand même un sacré pactole puisqu'il leur arrivait de se faire 4000 $ par vente. Le cousin de Marty, Scott Fallon, a découvert leurs activités et il a déjà prévenu Marty que la vie de dealer n'était pas une vie de tout repos. En plus, Marty avait la fâcheuse habitude de donner rendez-vous à ses clients à son propre domicile, ce que Scott lui déconseillait fortement. Il faut savoir que le Michigan connaît un sérieux problème avec les opiacés et beaucoup en sont addicts. Mais le prix de ce genre de drogue étant élevé, il n'est pas rare que les gens soient prêts à tout et fassent usage de la violence pour s'en procurer. De toute façon, Marty n'écoute absolument pas les conseils de son cousin et il va continuer à accueillir ses clients à son domicile. Les policiers y voient alors plus clair. Une vente a très bien pu mal tourner. Marty a très bien pu accueillir un client à son domicile comme à son habitude et celui-ci n'ayant pas la somme nécessaire, une dispute a très bien pu se déclencher. Le client, voulant à tout prix sa dose, a sorti une arme, tiré sur le couple et a pris la fuite, en volant ou pas la dose qu'il voulait. Mais pour les enfants de Marty, cela serait trop simple. Quelque chose clochait dans cette histoire. Les deux fils de Marty, ayant vécu 5 ans avec le couple, ont été témoins des nombreuses disputes du couple et selon eux, elles allaient parfois très très loin. Toujours selon les fils de Marty, leur père semblait dire des choses sous le coup de la colère, des méchancetés qu'il ne pensait pas, et parfois il les disait même sur le ton de la blague, mais Glenna semblait beaucoup plus sérieuse dans ses menaces. Par exemple, il lui arrivait de dire à Marty qu'elle avait hâte que ce dernier meure ou qu'elle voulait le tuer, comme ça elle récupérerait toutes ses possessions et tout son argent. Marty répondait en rigolant ou pas, ironiquement, que de toute façon elle n'aura rien. C'est pourquoi les 3 enfants de Marty, ses 2 fils et sa fille, vont décider de retourner au domicile de leur père dès le lendemain afin d'avoir le fin mot de l'histoire. Ils vont entrer par effraction dans la maison à l'aide d'une carte bleue et ils vont commencer à fouiller tout ce qu'ils trouvaient. C'est dans le salon qu'ils vont faire leur première découverte étrange puisqu'ils vont découvrir un dossier avec écrit dessus « Personnel et Jean Wirenga, le nom de la mère de Glenna ». À l'intérieur de ce dossier se trouvent 3 enveloppes. 2 à destination des 2 enfants de Glenna et une à destination de Bob Norman, l'ex-mari de Glenna. Les enfants décident d'aller jusqu'au bout et lisent les lettres. Sur la lettre adressée à Bob Norman, l'ex-mari de Glenna, celle-ci lui demande de prendre bien soin des enfants. Dans les 2 lettres adressées à ses enfants, on peut lire « Je suis désolée, je vous aime et je suis vraiment désolée de vous avoir déçu durant ces 12 dernières années. Pardonnez-moi, vous êtes l'une des meilleures choses que j'ai faites. Je vous aime, maman. » C'en était trop. Pour eux, leurs trouvailles sont extrêmement suspectes et ils vont contacter les policiers afin de leur faire part de leur découverte. Le mobile n'était peut-être pas la drogue finalement. Les enquêteurs vont s'intéresser plus en profondeur à la vie de Glenna et ils vont découvrir qu'elle-même avait ses propres démons, des démons qui la rongeaient de l'intérieur.
Comme dit plus tôt, Marty et Glenna adoraient aller au casino, mais apparemment, pour Glenna, son rapport avec les jeux d'argent était beaucoup plus toxique. Elle se rendait au casino 1 à 2 fois par semaine, souvent accompagnée de Marty, mais elle ne se gênait pas pour y aller seule plus souvent et en cachette. Dan Durham, le frère de Marty, va expliquer aux enquêteurs qu'en 2012, alors que le couple était en visite chez lui dans le Montana, Glenna ne pouvait pas faire une seule sortie sans passer par le casino. Dan a d'ailleurs vu Glenna insérer des billets de 100 $ de manière compulsive dans les machines à sous et elle faisait que lui répéter de ne pas le dire à Marty. Il dit « Elle restait toujours plus longtemps que les autres, on devait toujours attendre que Glenna ait fini de jouer avant de partir. » Les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur les relevés de dépenses de Glenna dans les casinos et ces dépenses s'élevaient à pas moins de 75 000 $, et seulement dans les casinos. Et lorsque Glenna n'allait pas au casino, elle achetait régulièrement pour 50 à 100 $ de tickets de grattage ou de loterie à la station-service. L'addiction de Glenna pour les jeux d'argent devenait de plus en plus problématique et fatalement, l'argent commençait à manquer. Marty, lui, était complètement l'opposé de Glenna. Lui, il était très proche de ses sous et même peut-être un peu trop. Il a la réputation de ne pas allumer le chauffage en hiver et d'éteindre les lumières dès qu'il le pouvait. La radinerie de Marty était tellement connue que lorsque sa famille lui rendait visite, il portait 2 paires de chaussettes et des sous-vêtements thermiques. Par contre, s'il était avare, Marty n'en restait pas moins très réglo. Ses factures, les impôts, tout était payé en temps et en heure. Mais depuis 2010, à cause de ses problèmes de santé, Marty ne se sentait plus capable de gérer tout ça. C'est pourquoi, avec Glenna, ils se sont mis d'accord pour que ce soit elle qui prenne l'argent de Marty et qui gère toutes les factures, les crédits, etc. Grossière erreur, puisque l'argent servait à tout, sauf régler les factures. Les dettes commençaient à s'accumuler au point où en avril 2015, un concessionnaire à qui Marty et Glenna avaient acheté l'une de leurs voitures est venu frapper à la porte des Durham afin de réclamer la dite voiture faute de paiement. Glenna avait alors rassuré Marty en lui disant qu'il s'agissait sûrement d'une erreur et qu'elle allait arranger tout ça. Mais plus tard le même mois, c'est la mère de Marty qui va avoir la désagréable surprise de découvrir dans le journal un avis de saisie de la maison de son fils. Inquiète, elle va téléphoner à son fils afin de lui poser des questions sur sa situation, mais Marty semble au courant de rien. Il va à nouveau confronter sa femme à propos de cet avis de saisie, et celle-ci va encore une fois le rassurer en lui disant qu'elle l'appellera à la banque dès le lendemain puisque c'est pas normal et qu'il y avait sûrement une erreur. Marty la croit une nouvelle fois. De toute façon, il avait opté pour le prélèvement automatique, donc il n'y avait vraiment aucune raison qu'il n'y ait pas eu de paiement. Les enquêteurs ont jeté un œil aux finances des Durham et effectivement, ils ont remarqué que non seulement le couple devait beaucoup d'argent aux impôts, mais également le crédit de la maison, qui représentait 700 $ par mois, n'était pas payé depuis plus d'1 an. Et cela a été confirmé par l'agent immobilier qui a vendu la maison à Marty. D'après l'agent immobilier, c'est ce qui explique la saisie de la maison, puisque 1 an et demi sans payer le crédit, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que des procédures soient lancées. Les comptes du couple étaient vidés. Le compte courant de Marty contenait seulement 182 $, alors que son compte épargne en contenait 118. Un coffre a été retrouvé dans le domicile des Durham et celui-ci contenait 220 $ en liquide. En bref, la famille était ruinée. Et pour ajouter au souci, selon Laura Horan, la fille de Glenna, cette dernière se battait récemment contre une bronchite et elle était littéralement en guerre contre son assurance qui refusait de lui payer ses radios du poumon parce qu'en fait elle devait énormément d'argent aux services médicaux. Toujours selon la fille de Glenna, il devait être très difficile pour sa mère de vivre avec ses dettes qui s'accumulaient et je pense qu'il est surtout difficile de vivre dans le mensonge et de cacher toutes ses dettes à Marty en sachant très bien qu'un jour le couperet va tomber. Mais les enfants de Marty vont découvrir dans l'un des tiroirs de la maison ce qui semble être la goutte d'eau, ce qui a complètement fait vriller Glenna. En effet, dans le tiroir du salon, ils ont trouvé un avis de saisie définitif déchiré en morceaux. Cet avis, daté du 12 mai 2013, soit la veille du meurtre, signifiait aux Durham qu'ils devaient quitter le logement le lendemain puisque la maison allait être mise aux enchères. Donc vous l'aurez compris, les Durham devaient quitter le domicile définitivement le 13 mai 2015, soit le jour du meurtre, comme par hasard. Les pièces du puzzle sont pratiquement toutes rassemblées et les enquêteurs n'attendent vraiment qu'une chose, c'est que Glenna se réveille et soit interrogée non plus comme un témoin, mais comme un suspect. En attendant, ils vont continuer à fouiller dans la vie de Glenna et plus précisément dans son téléphone, et ce qu'ils vont y trouver est assez troublant.
En effet, entre 3h32 et 4h48 du matin, Glenna avait effectué des recherches sur Google à propos des revolvers Ruger, dont le Ruger Single Six qui avait été retrouvé sous le canapé et qui était l'arme du crime. Et suite à ces recherches, Glenna a envoyé un dernier SMS à sa mère en lui disant « Je t'aime, désolée ». Finalement, Glenna sort de son coma et elle est rapidement interrogée par les policiers. Cependant, elle est formelle. Elle n'a pas tué son mari et elle ne se souvient même pas s'être fait tirer dessus. Selon les enquêteurs, au vu des blessures de Glenna, il était tout à fait possible qu'elle ait commis le meurtre et qu'elle ne se souvienne vraiment pas de tous les événements. C'est pourquoi les policiers vont essayer de lui rappeler ses recherches, le fait qu'une dispute aurait pu déraper, mais Glenna persiste et signe. Elle n'a jamais recherché le revolver sur internet, elle qui utilisait son téléphone uniquement pour jouer aux jeux vidéo, et surtout, elle n'aurait jamais tué son mari qui était tout pour elle. So, what do you remember about the incident? I don't remember any of that. I just know that I woke up looking for my husband. That gun was from the safe in your house. In fact, you even looked up on your phone information on the gun that was used. I'm thinking you already got me guilty when I wouldn't even hurt him. You don't understand. Lorsque l'on lui parle des lettres qui ressemblaient à des lettres de suicide, Glenna dit ne pas se souvenir du tout de les avoir écrites et après un test d'écriture, effectivement les écritures ne correspondent pas vraiment. Cependant, Glenna et les enquêteurs sont d'accord pour dire que ces blessures ont fortement altéré sa capacité à écrire correctement et Glenna va en conclure que c'était le type de lettre typique qu'elle pouvait écrire à ses enfants lors de leurs anniversaires pour leur rappeler qu'elle les aimait et qu'elle était désolée si elle les avait blessés. Elle ajoute aussi qu'elle n'aurait jamais écrit une lettre à son ex-mari, sauf pour lui dire d'aller se faire voir. Malheureusement, malgré les indices et les preuves, l'enquête patauge un petit peu dans la semoule, et la famille de Marty commence vraiment à se demander si cette enquête va un jour être résolue. Et c'est là qu'un témoin crucial va entrer en scène. Je vous avais dit en début de vidéo que le foyer des Durham comptait Marty, Glenna, 2 des enfants de Marty, et Bud, le perroquet gris du Gabon, compagnon favori de Marty. Marty en était fou. Et pour cause, les gris du Gabon sont des oiseaux très intelligents, réputés pour leur capacité à parler et même à reproduire fidèlement la voix de leur maître et les sons qui les entourent. Ce sont des oiseaux très sociables, avec une bonne mémoire et une longue espérance de vie, environ 23 ans. En bref, Bud était bien plus qu'un simple animal de compagnie, c'était un membre de la famille à part entière. Après la mort de Marty, Bud a été confié à son ex-femme Christina. Cependant, dans le mois qui a suivi la mort de Marty, Bud a commencé à avoir un comportement très étrange et inhabituel. En effet, il se mettait d'un coup à brailler et à crier, surtout à la nuit tombée. Christina ne comprenait pas du tout ce qu'il se passait, jusqu'au jour où l'oiseau est sorti du silence, littéralement. C'est sous les yeux de la caméra de Christina que Bud s'est mis à reproduire ce qui semble être une scène de dispute entre 2 personnes. Il se déplace de gauche à droite en prenant ce qui semble être la voix d'un homme et d'une femme. Dans cette vidéo, on peut voir Bud s'agiter et répéter inlassablement « Non, non, ramène ton... tout de suite, ferme-la » et il conclut la scène par « Ne tire pas ». Les perroquets gris du Gabon sont réputés pour être très sensibles aux événements traumatiques et c'est ce « Ne tire pas » qui a mis la puce à l'oreille à Christina. Pour elle, il n'y a aucun doute, Bud revit encore et encore les derniers instants de Marty. Toutefois, Christina ne va pas tout de suite donner cet enregistrement à la police et pendant près de 11 mois, cette vidéo ne va être connue que du voisinage et de l'entourage de Marty et de Christina. D'ailleurs, ce sont ces derniers qui vont fortement encourager Christina à contacter la police à propos de cette vidéo particulière, puisque pour eux, Bud pourrait être un témoin clé dans cette affaire. C'est 11 mois après la vidéo et 1 an après le meurtre de Marty que la famille décide de confier cet enregistrement à Wood TV, une chaîne de médias locale, dans l'espoir que le pays tout entier s'intéresse à l'affaire et que la police arrête Glenna une bonne fois pour toutes. La vidéo de Bud est littéralement devenue virale dans le monde entier et 3 semaines après sa diffusion, Glenna est enfin arrêtée pour le meurtre de son époux avec qui elle a partagé 11 ans de sa vie.
Selon Bob Springstead, procureur du comté de New Ahego, ce n'est pas du tout la vidéo de Bud qui a motivé cette arrestation, mais selon lui, au moins, cette vidéo lui a permis d'en savoir plus sur les perroquets gris du Gabon. Bon, il y a un peu de mauvaise foi, je trouve, dedans. D'ailleurs, Bud ne sera pas appelé à témoigner à la barre, puisqu'il serait très difficile de lui faire prêter serment. Le procureur ajoute avec humour « Je lui demanderai de lever son aile droite, sa patte droite ?» Finalement, le témoignage de Bud va être rejeté, mais toutes les preuves accumulées contre Glenna ne laissent que très peu place au doute. Le 20 juillet 2017, soit 2 ans après le meurtre de Marty, après 8 heures de délibération, le jury du comté de New Ahego va déclarer Glenna Durham, 49 ans, coupable du meurtre de son mari, et elle sera condamnée à la prison à perpétuité. Glenna, elle, va maintenir son innocence jusqu'au bout, et elle va même taper un scandale dans le tribunal. Et bien sûr, elle va faire appel plusieurs fois. Cependant, ces appels vont tous être rejetés et sa condamnation va être maintenue. Seulement, maintenant, elle est non seulement condamnée à la prison à perpétuité, mais en plus, elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Selon certains, les preuves sont trop maigres pour pouvoir condamner Glenna, et si la famille de Marty est maintenant rassurée et persuadée que justice a été rendue, Scott Fallon, le cousin de Marty, lui, croit en l'innocence de Glenna. Pour lui, elle l'aimait trop pour en être capable. Quoi qu'il en soit, la majorité pense que Glenna s'est retrouvée enlisée jusqu'au cou dans ses mensonges, et pour elle, il lui restait comme unique solution d'ôter la vie de son mari et la sienne, pour ne pas avoir assumé ses nombreuses dettes, et surtout pour ne pas que ses mensonges lui reviennent en pleine figure. Le témoignage de Bud, lui, n'a peut-être pas été pris en compte, mais il restera pour toujours l'unique témoin du crime, spectateur de la scène macabre du haut de son perchoir. Voilà, c'est tout pour cette affaire atypique. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires. C'est vraiment une affaire triste, mais en même temps fascinante, puisqu'on peut se demander est-ce que la parole d'un animal de compagnie doit être prise au sérieux ? Personnellement, je crois au témoignage de Bud, puisque je me dis qu'il a vécu une scène très traumatisante, et les perroquets du Gabon ayant une très bonne mémoire, je trouve ça logique qu'il extériorise, qu'il revive la scène. Mais en même temps, je peux comprendre qu'il soit délicat de prendre en compte ce type de témoignage, puisque déjà, ce n'est pas forcément courant qu'un animal de compagnie prenne la parole et dénonce un criminel. Mais en plus, est-ce que la mémoire du perroquet n'a pas été altérée par d'autres mots, d'autres disputes qui ont été dites avant le meurtre ? Enfin bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. N'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre de commentaires. Bien évidemment, j'ai énormément de peine pour Marty qui ne méritait pas son sort, même si sa personnalité était assez difficile à supporter depuis l'accident. Il ne méritait pas du tout le sort qui lui a été réservé par sa propre femme. Mais j'ai également énormément de peine pour cet oiseau et j'espère vraiment qu'il s'en est remis de ce traumatisme et que là, il est heureux où il est. Merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en barre de description pour bénéficier des 45 jours d'essai gratuits à l'inscription. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un petit pouce si vous en avez envie. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!